Alors aujourd'hui, je me propose de traiter d'un sujet dont l'actualité est brûlante, c'est-à-dire la crise de 1929, dont les gouvernants n'arrêtent pas de rappeler la gravité, puisqu'elle a secoué véritablement le monde pendant une décennie, il y a maintenant 80 ans. Sans arrêt, en effet, les ministres de l'économie et des finances, un peu partout dans le monde, font référence à cette crise parce qu'ils essayent de tirer les leçons de ce qui s'est passé à l'époque pour essayer de ne pas retomber dans l'ornière qui a effectivement conduit non seulement à la désespérance de nombreuses populations, mais aussi parce que cette crise a constitué un terreau favorable pour la montée de gouvernements d'extrême droite. Et enfin, ce qui pour beaucoup a semblé dénouer la crise à ce moment-là, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sujet est d'une actualité brûlante et cruciale, comme je le disais il y a quelques instants. Alors, pour aborder ce sujet, je crois qu'il est indispensable dans un premier temps de comprendre quelle a été la situation économique de l'Europe et du monde en général au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans un deuxième temps, j'essaierai de comprendre les causes immédiates de la crise et son déroulement. Et enfin, pour finir, dans un troisième temps, j'essaierai de voir quels sont les remèdes, les solutions qui ont été apportées à cette crise mondiale et quelles ont été ses conséquences sociales. Donc je commence par un premier sujet qui est celui de la situation économique du monde et plus particulièrement de l'Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans un cours précédent, je vous ai expliqué que pendant la Première Guerre mondiale, les puissances belligérantes, c'est-à-dire les Britanniques, les Français, les Allemands à titre principal, ces belligérants ont dû orienter toute leur production, industrielle en particulier, et leur vie en général, vers la guerre. Autrement dit, il ne s'agissait plus de faire des bénéfices comme cela avait été le cas avant la guerre, il s'agissait avant tout de répondre aux besoins de l'armée et une économie de guerre. Par conséquent, les pays qui ne participaient pas à la guerre ont occupé les marchés qui étaient occupés par les belligérants avant la guerre. Et parmi ces pays, on trouve bien entendu les États-Unis qui, je vous le rappelle, n'entrent en guerre qu'au mois d'avril 1917, donc vraiment à la fin de la guerre, même s'ils y mettront toute leur énergie au point d'envoyer entre 1 et 2 millions d'hommes en 1917 et en 1918. Après la guerre, en 1920-1921, on assiste à une crise relativement importante, mais qui sera rapidement jugulée. Alors, en effet, après 1921, les puissances qui s'étaient battues de manière presque fratricide pendant 4 ans se retrouvent donc en concurrence sur les marchés économiques et se trouvent en concurrence même avec les États-Unis et les puissances qui ne s'étaient pas battues en 14-18. Autrement dit, on va assister relativement rapidement à une saturation des marchés, puisque vous connaissez cette règle élémentaire de la science économique, qui est la suivante: plus un bien est rare, plus il est cher, plus il est abondant, plus il est bon marché. Et par conséquent, cette loi de l'offre et de la demande des biens régit l'organisation des marchés. Alors, comment se présentent les choses au lendemain de la guerre? C'est le modèle américain qui, progressivement, va s'imposer. Les États-Unis connaissent, en fait, un système économique
basée sur la consommation de masse, qui suppose elle-même une production de masse. Cette production de masse est possible par l'existence de grands trusts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trust? Un trust, c'est en fait une organisation d'une société qui parvient à absorber toute une série de petites sociétés, de petites entreprises, et qui peut ainsi contrôler le marché dans la mesure où les trusts monopolisent, comment dirais-je, tout le circuit de manière verticale depuis la production jusqu'à la distribution. L'exemple le plus célèbre de ces trusts est évidemment celui de Rockefeller, qui produisait le pétrole, il y avait le monopole du pétrole dans certains États aux États-Unis. Il transformait le pétrole, il le raffinait en particulier, il le transformait en différents produits. Vous savez que le pétrole sert entre autres à produire du plastique ou des nylons. Et enfin, il le distribuait, grâce à son monopole, dans toute une série d'États également. Donc, autrement dit, il avait le monopole des stations essence. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc un trust monopolistique. À côté de ces trusts, vous avez également de très grosses sociétés qui se mettent en place. Et un système de production tout à fait performant, mais du point de vue du capital, du grand capital, mais tout à fait aliénant également pour la population ouvrière, c'est ce qu'on appelle le Fordisme. Alors qu'est-ce que c'est que le Fordisme? Le Fordisme est un système mis au point par Henry Ford dans ses usines d'automobiles qui consistait à diviser le travail au maximum au point que les ouvriers n'avaient qu'une seule tâche à accomplir à un moment donné sur les chaînes de production d'automobiles. Il décrit cela très bien dans ses mémoires, qui s'intitule « Ma vie et mon œuvre », publié en traduction française en 1930. Il explique vraiment le système au point qu'il écrit que l'ouvrier ne doit plus penser à rien. Ça va? Il ne doit plus penser à rien, sinon à la phase précise, à la séquence précise de la production à laquelle il est affecté. Donc, cela conduit évidemment à une aliénation totale de l'ouvrier par rapport à la production et par rapport à son travail. Donc, c'est, je dirais, le système capitaliste poussé à outrance. On a un système un petit peu similaire, mais là qui est essentiellement lié à la production en termes quantitatifs, c'est ce qu'on appelle le stakhanovisme à l'époque de Staline, donc dans l'entre-deux-guerres en URSS. Alors, quelles sont les grosses sociétés qui se développent aux États-Unis? Eh bien, d'abord, l'industrie automobile. Il y a une production massive d'automobiles, je pense en particulier à Ford ou à General Motors. Dans le domaine de la chimie, vous avez également Dupont-Nemours, un nom français, parce qu'effectivement, Dupont-Nemours était un duc très entreprenant au XVIIIe siècle français, mais cette société est devenue une société américaine par la suite, qui dominait à ce moment-là le secteur chimique. Ce modèle, comme je vous disais tout à l'heure, va être exporté et sur le continent européen, on va avoir des sociétés organisées sur ce même modèle de la production à la chaîne, de la production de masse, et on va avoir la formation également de ces grosses sociétés dont certaines sont des trusts. Je pense en particulier, bien que dans ce cas-là il ne s'agisse pas d'un trust, des usines Citroën en France, mais je pense également à un géant de la chimie en Allemagne qui est IG Farben. Voilà. Alors,
ça, ce sont donc des caractéristiques majeures des années, je dirais, 1921-1926. C'est une époque de très grande prospérité. Donc on produit énormément, mais les biens produits peuvent être écoulés parce qu'il y a une consommation de masse. C'est l'époque également où on invente la publicité à grande échelle. La publicité, à l'époque, on ne parlait pas de publicité, on parlait de réclame. C'est encore un mot qu'on utilisait d'ailleurs quand moi-même j'étais enfant. On parlait de réclame, on ne parlait pas de publicité. Enfin, donc, la publicité se développe à partir des États-Unis dans les années 20. Donc on pousse les gens à consommer, puisque le système capitaliste veille à l'écoulement des matières produites afin d'avoir les bénéfices les plus importants, donc cette fameuse plus-value dont je vous avais parlé quand j'ai expliqué le système de Marx tel que décrit dans Le Capital, publié en 1867. Mais il faut savoir que cette prospérité a ses limites. Elle a ses limites. Alors elle a ses limites en effet parce que tout n'est pas si rose. Si vous prenez le cas de l'Angleterre, eh bien l'Angleterre c'est la plus vieille nation industrielle. Elle remonte au XVIIIe siècle. Souvenez-vous, c'est dans le dernier quart du XVIIIe siècle qu'on peut vraiment parler de take-off, de décollage de la révolution industrielle en Angleterre. Il y a connu des prémices dans les 60 ans qui précédaient, et qu'avec l'invention de la machine à vapeur, inventée par James Watt, on rentre vraiment dans l'ère industrielle. À l'époque qui nous intéresse, donc l'Angleterre commence à être à bout de souffle. Alors ça veut dire quoi, à bout de souffle? Eh bien c'est que son appareil industriel, donc toutes ces usines, commencent à vieillir. On a connu un phénomène un petit peu semblable, souvenez-vous, en Wallonie dans les années 60 et 70. C'est le moment où la Wallonie a commencé à décliner fortement, alors qu'auparavant, la Wallonie était la région la plus productive et la plus riche en Belgique. Eh bien, l'Angleterre, à partir des années 20, commence à avoir des difficultés parce que son appareil industriel commence à vieillir, sa technologie également, donc l'innovation se produit essentiellement aux États-Unis à ce moment-là. De plus, l'Angleterre produisait, enfin, quand je dis l'Angleterre, je veux dire le Royaume-Uni, puisque vous savez que l'Angleterre n'est que la partie méridionale de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni produisait beaucoup de charbon. Or, le charbon, dans les années 20, commence à être concurrencé par le pétrole et l'électricité. Et par conséquent, il n'est plus la source d'énergie majeure. Alors, outre cela, la production du charbon en Grande-Bretagne coûte de plus en plus cher par rapport aux bénéfices qu'on peut en faire. Autrement dit, progressivement, l'Angleterre, plutôt le Royaume-Uni, ne parvient plus à exporter son charbon. Ce n'est plus intéressant, parce qu'on en produit ailleurs, moins cher, et qu'il existe donc d'autres sources d'énergie que j'ai citées il y a quelques instants. Enfin, il y a un dernier problème pour la Grande-Bretagne, c'est que la livre sterling, donc la monnaie de la Grande-Bretagne, est surévaluée. Et quand une monnaie est trop évaluée par rapport aux autres monnaies, il y a évidemment des difficultés pour exporter les produits du pays vers l'extérieur. Autrement dit, sa monnaie n'est pas compétitive ou concurrentielle pour les exportations. Donc vous voyez que l'Angleterre connaît, la Grande-Bretagne, excusez-moi, connaît donc des difficultés déjà avant la grande crise de 1929. Voilà. Alors, tout doucement, je m'approche donc de cette fameuse grande crise. Alors, cette crise, donc c'est la deuxième partie de mon exposé, éclate comme une bombe le fameux jeudi noir, c'est-à-dire le 24 octobre 1929, excusez-moi. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est un petit peu, je dirais, ce qui s'est passé à la fin du mois de septembre, je dirais, aux États-Unis, c'est-à-dire que le monde est secoué. Alors, il est secoué. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient devenus le leader, le chef de file, déjà à ce moment-là, de l'économie mondiale. Parce que je vous ai dit que le Royaume-Uni était en recul, l'Allemagne, qui est une grande puissance industrielle, certainement économique,
avaient connu la guerre et les États-Unis avaient connu une production constante depuis le XIXe siècle, même s'il y avait eu des crises régulières que les économistes ont bien identifiées, des périodes comme ça qui durent plus ou moins 25 ans. Alors, ce qui se passe le 24 octobre 1929, c'est que le même jour, mais cela va encore durer pendant 3 semaines, mais le même jour, beaucoup de détenteurs d'actions décident de vendre leurs titres. Alors, il y a eu donc une vente massive d'actions qui va entraîner un véritable vent de panique. Et pendant les 3 semaines qui vont suivre, je dirais jusqu'à la mi-novembre, la situation va vraiment devenir dramatique. C'est un véritable effondrement, c'est pour ça qu'on parle de krach boursier à ce moment-là. Donc, à Wall Street, qui est donc la bourse de New York, les valeurs s'effondrent. Alors, comment expliquer ce phénomène? Alors, les explications sont multiples. Il y a différents facteurs qui ont été mis en évidence. Vous vous souvenez que depuis 2 ans, on parle beaucoup, nous sommes maintenant en 2008, de la crise provoquée par les fameuses subprimes. Vous savez ce que c'est, les subprimes? En fait, ce sont des prêts à intérêt dans le domaine immobilier qui ont été accordés de manière beaucoup trop facile à des personnes qui n'étaient pas solvables. Et dans les contrats de prêt qui étaient accordés à ces personnes aux États-Unis ces dernières années, pendant les premières années, en général les 2 premières années, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, mais il était prévu que ces taux d'intérêt étaient variables. Alors les taux d'intérêt variables, ça peut être intéressant quand on est dans une phase, une conjoncture positive, et que l'économie va bien, et que les taux d'intérêt sont susceptibles de baisser. Mais quand les choses vont moins bien, quand les taux d'intérêt connaissent des fluctuations importantes, il peut y avoir des hausses très importantes de ces taux d'intérêt, et des gens qui pouvaient rembourser des sommes parce que ça rentrait dans leur budget, à un moment donné, doivent rembourser des sommes qui dépassent tout à fait leur possibilité de solvabilité. Autrement dit, ces gens-là, à un moment donné, disent « c'est plus possible, je ne peux plus rembourser, je dois rembourser 2 fois plus que ce qui était prévu initialement, ou plutôt de ce que je remboursais initialement, pas de ce qui était prévu initialement, de ce que je remboursais initialement, et ces gens doivent donc passer à la vente forcée de leurs biens immobiliers. Donc ils doivent vendre. Et il doit vendre dans des très mauvaises conditions. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que plus un bien est abondant, plus il est bon marché. S'il y a beaucoup de gens qui vendent en même temps des biens immobiliers, les prix de l'immobilier vont bien sûr baisser. C'est tout à fait logique. Et donc, lorsque l'on vend aux enchères en vente publique, ces appartements ou ces maisons, évidemment, on les vend beaucoup moins cher que ce qu'elles valent réellement, et en tout cas à un prix inférieur de leur prix d'achat. Donc, ces gens sont tout à fait ruinés, et ils se trouvent donc dans une situation extrêmement pénible. Ce système, qui s'est déroulé ces dernières années, donc, a entraîné par un jeu de domino, l'effondrement ou des difficultés pour toute une série de grandes banques américaines. Je vous parle donc de la situation présente, je ne parle pas de 1929, j'y reviendrai tout à l'heure. Parce qu'il y a eu un phénomène qu'on appelle la titrisation, ce qui veut dire c'est une répartition des risques qui fait que finalement on ne sait plus très bien, lorsque les banques vendent certains produits, à quoi correspondent exactement ces produits. On croit avoir disséminé son risque, alors qu'en fait, on a intoxiqué toute l'économie.
Et vous savez que l'économie fonctionne essentiellement grâce au crédit et grâce aux prêts que les banques se font les unes aux autres. Donc il suffit qu'une banque soit en difficulté et elle ne va plus avoir de liquidité suffisante que pour prêter de l'argent à une autre banque. Or, cette banque a besoin d'argent à un moment donné, et c'est ce qui fait que cette banque qui a besoin de liquidité et à laquelle on n'accorde plus de prêts, eh bien, cette banque-là va faire faillite. Souvenez-vous ce qui s'est passé en mois de septembre, les fameux Lehman Brothers, qui était donc la deuxième ou la quatrième banque, je ne sais plus, aux États-Unis, qui a fait faillite, et par conséquent, je crois que c'était la deuxième ou quatrième, qui s'est effondrée. Par conséquent, par un jeu de domino, il y a toute une série d'autres institutions financières et bancaires qui se sont trouvées mises en difficulté, et cela a eu évidemment des conséquences en France, en Belgique, bien entendu, puisque nous sommes dans un système de mondialisation, les capitaux ne connaissent pas de frontières, et vous savez que simplement avec un ordinateur, on peut déplacer comme ça des fonds d'un pays à l'autre en quelques secondes. Donc, je dirais, c'est l'avantage et l'inconvénient justement de l'informatisation, tout ça, c'est que tout le monde peut subir très très rapidement, sans que les gouvernements n'aient pu prendre des mesures adéquates en temps utile pour essayer de juguler, de freiner en tout cas ce mouvement. Et donc c'est ce qui explique les problèmes que Fortis, Dexia en particulier ont connus récemment en Belgique. Je ne cite que ces deux-là, mais il y en a bien d'autres bien sûr qui ont été abondamment traités par la presse. Alors je reviens maintenant à la situation en 1929. Eh bien, il s'est passé un phénomène un petit peu semblable. C'est qu'il n'y avait pas les subprimes, mais quelque chose qui ressemble fort. C'est que des gens achetaient des actions, et je rappelle peut-être ce que c'est qu'une action. Une action, en fait, c'est un acte de copropriété d'une entreprise. Autrement dit, un actionnaire possède des titres de propriété d'une société, et ces titres de propriété que l'on appelle actions donnent lieu à des dividendes, c'est-à-dire une participation aux bénéfices qui est évidemment proportionnelle à votre mise de départ. Donc si vous avez beaucoup d'actions dans une société, eh bien les dividendes seront en proportion du nombre d'actions, évidemment, bien sûr, aussi en fonction du bénéfice réalisé pendant un an par la société considérée. Maintenant, si une société ne fait pas de bénéfices ou fait peu de bénéfices, eh bien, la rentabilité du capital que vous avez investi dans votre société va s'en trouver évidemment affectée, tout à fait naturellement. Et si la société fait faillite, à un moment donné, vous allez vous retrouver en main avec des titres, des actions qui n'ont plus aucune valeur, puisque vous êtes copropriétaire d'une société qui n'existe plus, qui est en faillite. Voilà. Et donc ce qui s'est passé en 1929, c'est que beaucoup de gens ont acheté, un petit peu l'équivalent des subprimes si vous voulez, ont acheté des actions par crédit. Donc ils n'ont pas mis directement l'argent qu'ils possédaient pour acheter des actions, ils ont emprunté pour acheter des actions. Alors vous imaginez, ils possèdent des actions, c'est vrai, ils en sont propriétaires, mais lorsque les actions croulent, le remboursement des prêts que vous avez effectués continue à courir. Et donc vous avez acheté, mettons, pour 1 million de dollars, je dis un chiffre évidemment tout à fait arbitraire, 1 million. Vos actions baissent, disons, elles ne valent plus à un moment donné que le quart, voire le dixième de ce qu'elles valaient au moment où vous les avez achetées. Donc, ce 1 million, ça devient 100 000 dollars, on est bien d'accord. On passe de 1 million à 100 000 dollars. Mais vous devez continuer à rembourser 1 million, puisque vous avez fait un prêt pour cela. Donc, vous voyez, c'est le même système pervers que celui des subprimes, c'est-à-dire que vous devez rembourser quelque chose qui ne correspond plus vraiment à la valeur de votre bien. Voilà. Et c'est de là que, c'est une des causes en tout cas de la crise de 1929, de ce fameux jeudi noir. Donc, pendant 3 semaines, on va vendre, les actions vont chuter. Qu'est-ce qui se passe quand les actions chutent?
Eh bien, à un moment donné, les actions chutent et les banques qui avaient placé l'argent, les dépôts que les épargnants avaient donc déposés chez elles, ces banques voient donc leurs actifs diminuer, puisque les banques, évidemment, elles ne gardent pas ça sur un compte bêtement, elles investissent, et elles investissaient, entre autres, et surtout à cette époque-là, en actions. Les actions baissent. Donc ça veut dire que les clients qui voient la valeur de leurs actions baisser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les banques pour retirer, non pas des actions, puisque ce sont les banques qui ont investi leur argent en actions, pour retirer leur épargne. Or, les banques, à un moment donné, ne peuvent plus rembourser les épargnants, quels qu'ils soient, gros ou petits, puisque leurs actions, qu'elles sont elles-mêmes obligées de vendre, ne valent plus grand-chose, et par conséquent, les banques n'ont plus de liquidité. Donc, il y a des banques qui doivent fermer. Ces banques font donc faillite. Ces banques font donc faillite. À partir du moment où les banques font faillite, qu'est-ce qui se passe? C'est la logique du système capitaliste, elle est déjà décrite par Marx. Il va y avoir une concentration du capital. Tous les petits banques qui ne peuvent pas résister font faillite. Or, vous devez imaginer qu'aux États-Unis, il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers de banques. Parfois, c'était des banques qui ne possédaient qu'une seule agence. C'était simplement un seul local. Il y avait dans certaines localités le banquier, c'était le local où il travaillait avec éventuellement 2 ou 3 employés. Rien d'autre. Il y a des milliers de banques qui vont faire faillite. Celles qui vont tenir, ce sont évidemment les banques qui ont des liquidités les plus solides, et ce sont donc les plus grosses qui soit absorbent les plus petites, soit au contraire les laissent sur le côté. Il y a beaucoup de banques qui font faillite et qui disparaîtront à tout jamais. Et donc, il va y avoir une concentration des activités bancaires entre quelques grosses banques. Alors, qu'est-ce qui permet à ces quelques grosses banques de survivre? Eh bien, en fait, c'est que les Américains, dans les années 20, les banques américaines, et même les sociétés américaines, avaient investi beaucoup d'argent en Europe, ce qui avait permis d'ailleurs à l'économie européenne de repartir. Les banques américaines avaient placé de l'argent, avaient prêté, pas placé ici, avaient prêté de l'argent, en particulier à des banques allemandes et à des banques autrichiennes. À partir du moment où les banques américaines, les grosses banques américaines, doivent répondre à la demande des épargnants pour leur rembourser l'argent qu'ils avaient déposé, eh bien, elles vont retirer l'argent, leur liquidité dans les banques allemandes et autrichiennes en particulier, et vont les rapatrier aux États-Unis. Et ces banques vont faire faillite en Allemagne et en Autriche en particulier. La France a été moins touchée par ce phénomène, beaucoup moins touchée. Et c'est ce qui explique que, par exemple, pendant les grandes vacances juillet-août 1932, on a dit que les banques autrichiennes étaient en vacances, parce qu'elles n'étaient plus solvables, donc elles étaient vraiment fermées, puisqu'il n'y avait plus de liquidité. Voilà. Donc vous voyez que le système capitaliste, le système bancaire, vit aussi des prêts interbancaires. Les banques n'ont pas toujours les liquidités nécessaires pour faire face aux prêts, au crédit qu'elles accordent à leurs clients. Et par conséquent, elles doivent demander de l'argent à d'autres banques. Mais si ces autres banques ne peuvent pas leur prêter parce qu'elles-mêmes sont en difficulté ou simplement parce qu'elles souhaitent avoir des réserves, ces banques, évidemment, se trouvent en grosse difficulté et doivent faire faillite. À partir du moment où le loyer de l'argent est trop cher, à partir du moment où les taux d'intérêt sont trop élevés, vous pensez bien qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui vont emprunter de l'argent, qui vont pouvoir emprunter auprès des banques. C'est normal. Si vous vous trouvez dans une économie qui comment dirais-je, est malade, où il y a peu de perspectives d'avenir de faire des bénéfices, eh bien, les banques ne vont pas prêter à un taux d'intérêt avantageux, parce que les banques, elles prennent quand même un risque.
lorsqu'elles prêtent à des sociétés qui peuvent faire faillite, puisque la conjoncture est mauvaise, eh bien, ces banques vont hésiter à prêter de l'argent à des entreprises, et en particulier dans le domaine industriel. Alors, cela a quoi comme conséquence, tout ça? Eh bien, ça a quoi comme conséquence? C'est que, à partir du moment où le marché des consommateurs se réduit parce que la production qui avait été très importante doit être stockée parce qu'il n'y a plus assez de gens qui achètent, c'est toujours la fameuse loi de l'offre et de la demande, alors les prix vont devoir baisser pour pouvoir écouler la surproduction. Si les prix baissent, ça veut dire que soit on diminue les salaires, soit on licencie les gens, mais en tout état de cause, il y a des conséquences sociales, ce qu'on appelle pudiquement maintenant des plans sociaux, ou même des restructurations. On sait ce que ça veut dire, plan social, ça veut dire en fait licenciement du personnel. Et hélas, depuis un mois, depuis qu'il y a cette fameuse crise financière, si vous écoutez les informations, vous allez voir qu'il y a presque tous les jours des sociétés en France, en Belgique, qui doivent licencier du personnel. Donc, les salaires baissent ou bien on licencie du personnel. Si on licencie du personnel, ça veut dire quoi? Les gens se retrouvent au chômage. Et le chômage à l'époque, pour ceux qui avaient cotisé pour avoir des allocations de chômage, n'oubliez pas que chômeur n'est pas synonyme de sans emploi. On peut être sans emploi sans être chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui touche des allocations de chômage parce qu'il a cotisé préalablement. À l'époque, aux États-Unis, on cotisait auprès de caisses privées. Maintenant, les cotisations sont obligatoires depuis 1944, même avant d'ailleurs en Belgique, mais maintenant depuis 1944, il y a un système qui fait que, eh bien, il y a une partie de vos revenus qui sont reversés immédiatement par l'employeur, et donc vous ne voyez pas la couleur, immédiatement, et ces revenus, cette partie de vos revenus sert pour soutenir ce qu'on appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça sert d'une part pour les allocations de chômage, les allocations de vieillesse qu'on appelle la pension, l'assurance vieillesse, l'assurance maladie-invalidité et enfin les allocations familiales. Ce sont les 4 piliers de ce qu'on appelle chez nous la sécurité sociale. Ça va? Ce qui n'existe pas aux États-Unis de la même manière. Vous savez, c'est d'ailleurs une des revendications du président élu Obama, c'est d'installer un système d'aide, comment dirais-je, automatique dans le domaine de la santé, au moins pour les enfants, pas pour les adultes, mais au moins pour les enfants et pour les vieillards. Ça va? Ce qui n'existe pas pour l'enfant. Imaginez, c'est assez effrayant. Hein? Voilà. Donc, tous ces chômeurs, par définition sans emploi, ont des revenus moindres. Ces chômeurs qui ont des revenus moindres, ils ne peuvent plus consommer comme avant, parce que vous savez que quand vous tombez dans le chômage, parmi les premières choses que vous éliminez, c'est peut-être votre voiture si vous n'en avez plus besoin sur le plan professionnel, vous allez peut-être devoir changer d'habitation par la force des choses, vous allez peut-être modifier votre alimentation, il y a peut-être des choses où on ne va peut-être plus acheter de dessert, etc., etc. On va garder des vêtements plus longtemps, on va aller peut-être systématiquement au solde et on va acheter le moins possible. Quand on est des enfants, ça peut être extrêmement difficile. Donc on a vu comme ça se former des files de chômeurs ou de sans-emploi, de pauvres tout simplement, allant chercher leur bol de soupe à la soupe populaire, donc aux États-Unis à ce moment-là. Ça va exister dans d'autres pays aussi. Alors, à partir du moment où un certain nombre de travailleurs consomment moins, il y aura 13 millions de chômeurs aux États-Unis. C'est quelque chose d'énorme, vous savez. 13 millions de chômeurs aux États-Unis. Ces gens ne consomment plus. Donc, les chômeurs, le chômage entraîne le chômage. S'il y a moins de consommation, il y a des industries, des usines qui vont devoir fermer leurs portes également, parce que ça ne sert à rien de produire s'il n'y a pas d'acheteurs. Et donc, ces chômeurs consommant moins créent eux-mêmes du chômage, puisque ces entreprises doivent elles-mêmes licencier. C'est un cercle vicieux. Et à un moment donné, on se trouve vraiment au creux de la vague,
ça situe en général en 1932, il suffit de voir les statistiques, les courbes de la crise économique. Donc 1929 c'est le début, il y a des chutes, d'abord crise financière, crise boursière, et puis crise industrielle, et puis c'est toute la vie économique et sociale qui s'en trouve affectée. 1932 c'est vraiment le creux de la vague. Et à un moment donné, il s'agit de remonter la pente. Alors quels sont maintenant, c'est la troisième partie de mon exposé, les remèdes, les solutions qui ont été trouvées pour refaire partir la machine? Alors, il y a eu 5 solutions, 5 remèdes qui ont été adoptés. Le premier remède, c'est le plus connu, c'est celui qui va être adopté dès l'élection de Franklin Roosevelt, donc en 1932. C'est le président des États-Unis qui a eu le plus grand nombre de mandats. Il y a eu 4 mandats, d'ailleurs le dernier, il a à peine entamé puisqu'il est décédé d'un cancer au mois d'avril 1945, quelques jours avant la fin de la guerre, en tout cas en Europe. Quelques jours avant, quelques semaines avant, un jour avant, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Franklin Roosevelt va mettre en place un système qu'on appelle le New Deal. Le New Deal, c'est une expression qui signifie la nouvelle donne. Vous connaissez le mot deal, bien sûr, hein, qu'on utilise souvent dans un cadre particulier. Hein, quand on pense à un dealer, c'est en fait un distributeur de drogue en particulier, de stupéfiants. Et le New Deal, ça veut dire la nouvelle donne. Ça veut dire que, littéralement, ça veut dire qu'on va redistribuer les cartes, hein, comme dans un jeu, pour que tout le monde ait de nouveau sa chance. Mais pour cela, Roosevelt se rend bien compte qu'il faut remettre les pendules à l'heure, et comme le secteur privé, qui domine évidemment aux États-Unis, hein, c'est le pays du grand capital par excellence, eh bien, pour remettre la pompe en marche, il faut que l'État intervienne. Et l'État va intervenir comment aux États-Unis? Eh bien, il va réamorcer la pompe de l'économie en passant des commandes au secteur privé, donc aux entreprises privées. Alors, quel est le but en passant commande aux entreprises privées? Eh bien, c'est de se dire, si l'État passe commande à des entrepreneurs, par exemple, pour des grands travaux, les grands travaux, il y a un exemple célèbre, c'est le projet de la Tennessee Valley. Il y a eu des constructions de grands barrages comme ça aux États-Unis, le but étant de produire de l'électricité, donc de produire quelque chose d'utile, bien entendu, c'est un investissement à long terme, mais que seul l'État pouvait faire, parce que ça demandait un gros investissement. S'il s'agit de déboiser des forêts, vous savez qu'aux États-Unis, il y a quand même des forêts importantes. S'il s'agit d'aménager des routes, des voies de chemin de fer, eh bien, si l'État passe commande auprès d'entrepreneurs privés, ils vont devoir engager des ouvriers et des employés. Ces ouvriers et ces employés, dès lors qu'ils travaillent, ils deviennent d'une part des consommateurs, donc ils vont pouvoir, par leur travail, acheter un certain nombre de choses, par le produit de leur travail, acheter un certain nombre de biens qui va, et ces biens appartiendront à d'autres secteurs économiques, par exemple industriels ou commerciaux, qui ne sont pas ceux dans lesquels ils travaillent immédiatement. Donc il y a d'autres secteurs de production qui vont commencer à fonctionner. Et d'autre part, l'État avait fait un calcul, c'est que à partir du moment où les gens travaillent, non seulement ce sont des consommateurs, ce qui est bien pour l'économie et le secteur privé, mais en plus ça, les gens qui travaillent, grâce à leurs revenus, vont pouvoir être ponctionnés, ils vont devoir payer des impôts. Et ce sont ces impôts qui vont rembourser effectivement les commandes passées par l'État auprès des entreprises privées. Donc vous voyez que c'est assez subtil hein, comme mécanisme, c'est celui qui a été décrit en particulier par Keynes, hein, mais il faut savoir que Keynes n'a écrit son fameux ouvrage La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie qu'en 1936, donc après que Roosevelt lui-même ait initié ce système. Donc il ne faudrait pas croire que Keynes soit à l'origine de la reprise en main des choses. La preuve, c'est qu'on a pratiqué le keynésianisme sans le savoir dans toute une série d'États, et d'ailleurs la crise a pu être jubilée sans Keynes. En fait, Keynes qui écrit en 1936 son livre, et qui est publié en français, donc chez Payot, je vais vous le montrer dans quelques minutes tout à l'heure,
en 1939, les politiques keynésiennes, en fait, elles ont surtout été appliquées après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant les fameuses 30 glorieuses, où l'État est intervenu dans le système capitaliste pour éviter que celui-ci ne s'écroule. C'est ce qu'on appelle le fameux État-providence, qui n'est pas du tout un État socialiste ou communiste, qui est en fait, comment dirais-je, la prise en charge par l'État d'un rôle de régulateur de l'économie à certains moments pour relancer donc les activités. Alors, ce système va relativement bien fonctionner, pas tellement par, je dirais, ses effets immédiats que par la reprise de la confiance. Et symboliquement, c'était important de voir qu'il y avait cet État qui intervenait dans l'économie. Mais il ne faudrait pas croire que Roosevelt soit une sorte de démiurge, de Dieu qui a remis en route toute l'économie. Ça a certainement joué un rôle, mais un rôle essentiellement de pompe pour relancer l'économie. Que ce soit bien clair. Et sur le plan symbolique, c'était certainement important parce que vous savez que le système capitaliste, et le système boursier en particulier, fonctionne à partir de la confiance. Le principe du crédit, le mot crédit, vient d'un mot latin qui veut dire confiance. Ça vient de crédere, c'est croire, hein, le crédit. Voilà. À partir de ce moment-là, toute l'économie a pu fonctionner, vous comprenez. À partir du moment où les gens consomment plus, on va pouvoir produire plus. Donc les banques vont de nouveau pouvoir faire du crédit puisqu'on sait que la production va être écoulée. Et à un moment donné, bien entendu, les gens retrouvent du travail. Tout le système que j'ai démonté tout à l'heure est en train de se reconstituer. Deuxième remède qui a été apporté, c'est un remède classique, c'est la dévaluation de la monnaie. Alors l'intérêt de la dévaluation de la monnaie est le suivant, c'est que quand vous dévaluez votre monnaie, elle perd par définition de sa valeur par rapport aux autres monnaies. Si vous dévaluez votre monnaie, vous rendez vos produits plus compétitifs sur le marché international par rapport aux autres, puisque ceux qui vont acheter vos produits vont les acheter dans une monnaie dévaluée et par conséquent vont les payer moins cher. C'est logique. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça au même moment, en même temps, évidemment, tout cela s'annule. Le dollar a, comment dirais-je, d'abord c'est la livre sterling qui a d'abord été dévaluée en 1932, ce qui a été positif évidemment pour les exportations britanniques, et en 1934, Roosevelt a fait la même chose pour le dollar. La France va encore attendre quelques années pour dévaluer, ce qui explique évidemment le retard par rapport à la solution pour résoudre la crise en France. Mais elle possédait une industrie, une économie qui ne fonctionnait pas exactement sur le schéma américain, parce que l'État a toujours eu un rôle beaucoup plus important en France. C'est un État colbertien, si je puis dire, hein, dont le fonctionnement d'économie a toujours été quand même supervisé et contrôlé par l'État. Ça remonte à ce ministre des Finances de Louis XIV. Bon, alors, ça c'est le deuxième remède. Troisième remède, ce sont les taxes à l'importation. Alors là, c'est quelque chose qui peut être positif dans un premier temps, mais qui est dangereux à terme aussi. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme. On quitte le système du libre-échange, c'est-à-dire que les biens peuvent être échangés sans restriction en passant d'un pays dans un autre, à un système où dorénavant, quand vous importez des biens dans votre pays, ils sont taxés à la douane et par conséquent, ça peut freiner l'achat des produits extérieurs. Je prends un exemple simple. Les voitures japonaises sont produites moins chères parce qu'ils ont, enfin c'était longtemps le cas en tout cas, pour des raisons à la fois de robotisation, technologie, coût de la main-d'œuvre moins cher là. Donc le coût de revient d'une voiture qui sort d'une usine de production donc au Japon est moins cher que si elle est produite aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles sociales par exemple, tout simplement pour des questions de performance sur le plan technologique. Si les voitures japonaises, à la production, coûtent 25% moins cher que des voitures américaines, eh bien, le moyen de rétablir l'équilibre, c'est de
fixé des taxes à l'importation, par exemple de 25% pour les voitures japonaises, ce qui permet aux voitures américaines d'être concurrentielles au moment de la vente par rapport aux voitures japonaises. Ou à la limite, on fait des taxes encore plus importantes pour les voitures japonaises, qui veut dire que s'il y a 30% de taxes, bon, c'est des taxes exagérées, c'est que je suis en train de citer ici d'en face pour que ce soit très parlant. Imaginons qu'il y ait 30% de taxes pour les voitures japonaises, hein, alors que les voitures américaines n'étaient que de 20, enfin, étaient quand même de 25% plus chères que les voitures japonaises. Vous faites la différence, un différentiel de 5%, enfin, les voitures américaines seront moins chères à l'achat aux États-Unis pour les Américains que les voitures japonaises qui seront importées. Ça, c'est le troisième remède. Quatrième remède, maintenant. Le quatrième remède, c'est la destruction des stocks. Alors là, c'est assez épouvantable socialement parlant. Pour maintenir le cours des valeurs à la bourse, on a détruit des stocks entiers. Il y avait, vous savez que par exemple, le Canada produisait beaucoup de blé, le Brésil produisait surtout du café, l'Australie de la laine. Eh bien, pour éviter que le cours de ces biens ne baisse, on a détruit des stocks et des tonnes, des milliers de tonnes de ces biens-là pour maintenir le cours du blé, de la laine. Voilà. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à ces situations un petit peu absurdes. Hein, c'est que au Brésil, pour faire fonctionner les locomotives et pour que le café ne se retrouve pas sur le marché à un prix dérisoire, puisqu'il y en avait trop par rapport aux possibilités d'absorption par les consommateurs, par les clients, eh bien, on s'est servi du café pour faire fonctionner les locomotives, ce qui est très écologique, bien entendu, mais qui est quand même insensé, parce qu'il avait fallu cueillir tout ce café, etc. Donc, les locomotives fonctionnaient avec du café. Le but, ce n'était pas de les faire fonctionner, c'était surtout de détruire le café pour maintenir le cours du café à la bourse. Donc c'est quelque chose d'un petit peu affolant. Il y a une scène que l'on trouve par exemple dans Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est un grand écrivain d'entre-deux-guerres aux États-Unis, hein, qui, à un moment donné, dans son roman, fait état comment dirais-je, d'orangeries dont toutes les oranges sont brûlées, hein, parce qu'il fallait maintenir le cours de l'orange, alors qu'il y avait des tas de pauvres qui venaient de l'Est américain, qui avaient tout perdu, et qui se retrouvent comme ça devant ces champs ou ces orangeries, donc ces vergers, sans pouvoir y toucher, parce qu'il y a des gardes avec des fusils tout autour de ces vergers dont on est en train de brûler les oranges. Donc vous voyez des situations épouvantables. Enfin, cinquième remède, dernière solution, c'est l'autarcie. L'autarcie, je vous rappelle ce que c'est donc un système économique dans lequel un pays n'exporte plus, enfin exporte peut-être parfois, mais n'importe plus les biens dont il a besoin pour ne pas être dépendant d'étrangers. C'était le cas de l'Allemagne d'Hitler, de l'Italie de Mussolini. Donc vous voyez que c'est une situation qui va conduire à ce qu'on appelle les fameux Ersatz, les substituts, les produits de substitution en Allemagne. Et dans une leçon antérieure, vous vous souvenez que je vous ai dit que les Allemands ont inventé comme ça le biocarburant en utilisant du colza pour fabriquer de l'essence, enfin du carburant, excusez-moi, pendant la guerre pour faire fonctionner leurs véhicules. Ben, ce sont des produits de substitution, parce que soi-même, on ne dispose pas de pétrole chez soi. Enfin, n'oubliez pas que un des grands buts d'Hitler, des Allemands, quand ils sont partis en Russie, c'était d'atteindre le Caucase, d'atteindre l'Azerbaïdjan, parce que Bakou, c'était la région où on produisait donc du pétrole. Et la moitié des, comment dirais-je, c'est pour ça que les Allemands se sont tellement intéressants, voulaient absolument avoir une alliance qui était forcée évidemment pour les Roumains, c'est parce que la moitié des besoins en pétrole de l'Allemagne venaient de Roumanie. Voilà. Donc vous savez que la guerre ne peut s'expliquer, on peut expliquer certains objectifs de guerre, évidemment, que par des raisons économiques. N'oubliez pas que la bataille d'El Alamein se trouve sur le chemin également du canal de Suez, qui a été creusé en 1869 par Ferdinand Lesseps. Donc les Allemands, venant de Tunisie, parce qu'ils avaient aidé les Italiens, qui n'ont pas toujours été des alliés, qui ont été souvent des alliés encombrants, eh bien, bon, ils ont traversé la Libye, qui était italienne,
hein, et alors ils sont arrivés en Égypte pour atteindre le canal de Suez, mais ils se sont fait battre par le maréchal Rommel, donc à El Alamein, donc dans l'ouest de l'Égypte. Voilà. Ça, ce sont pour les remèdes. Alors, les conséquences sociales, ben, il y avait eu 13 millions de chômeurs aux États-Unis. À partir de 1934, le chômage tend à se résorber. Et une des solutions également pour la reprise, hélas, des activités industrielles pour les États-Unis, et qui va d'ailleurs lui donner le leadership, la suprématie dans le monde, ça va être la guerre. La guerre a été une chance pour l'industrie américaine, en particulier dans le domaine de la sidérurgie. Vous savez que les guerres sont souvent des moyens pour les États de se refaire une santé sur le plan économique. La France ne retrouvera son niveau d'avant la crise seulement qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne, il y avait eu 6 millions de chômeurs en 1932. Hitler va résorber le chômage, mais par une autre voie que celle de Roosevelt. Je dirais c'est le travail forcé. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il n'y a plus de chômeurs en Allemagne à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont été embarqués dans des usines, en particulier des usines d'armement. Sans compter que, par la volonté de l'État, qui était en connivence, en alliance avec les grands capitalistes, les salaires ont été stabilisés, n'ont pas augmenté, alors que les profits, eux, augmentaient, ce qui permettait d'avoir une différence assez importante qui passait dans la poche des grandes entreprises comme Siemens, Krupp en particulier. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Notez quand même que, politiquement parlant, les années 30 vont être la période de la montée des périls, de tous les dangers possibles, puisque des régimes autoritaires, totalitaires, se sont installés grâce à la crise et grâce à cette masse de chômeurs qui ont souvent voté pour eux. Je n'en dirai pas plus puisque j'ai évoqué tout cela dans d'autres leçons et il me reste, comme d'habitude, maintenant à vous présenter un certain nombre d'ouvrages qui pourront, le cas échéant, vous servir pour préparer vos leçons, pour étoffer votre culture dans les années qui viennent. Alors tout d'abord, un ouvrage d'histoire économique générale qui s'intitule « Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains, 19e, 20e siècle » de Jean Bouvier, qui est un spécialiste de l'histoire bancaire. Il avait fait sa thèse sur le Crédit Lyonnais, qui est donc une grande banque française. Voilà. Donc ce n'est pas un ouvrage d'économie comme le titre pourrait le laisser penser, c'est vraiment un ouvrage d'histoire économique, mais qui définit toute une série de concepts essentiels. Qu'est-ce que le crédit? Qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que la production? Qu'est-ce que c'est que la consommation? Mais toujours d'un point de vue historique. Deuxième ouvrage que je vous recommande, publié chez Albin Michel dans la célèbre collection L'évolution de l'humanité, c'est un ouvrage qui s'intitule Les deux révolutions industrielles du XXe siècle par François Caron, professeur à la Sorbonne. Alors, on parle toujours de la révolution industrielle du XVIIIe et du XIXe siècle. Eh bien, vous voyez qu'ici, cet ouvrage prend la suite, parce qu'en fait, il y a eu 3 révolutions industrielles. Il y a d'abord eu celle du XVIIIe siècle que l'on connaît, la machine à vapeur, etc. Puis il y a eu celle de l'électricité, le gaz, puis le pétrole, et puis, bon, ça c'est cette révolution très importante qui se situe entre 1918, je dirais 1971, et puis depuis 1971, en gros, 1974 plutôt, lors de la première crise pétrolière, on passe dans la 3e phase de la révolution industrielle, c'est la révolution informatique électronique. Voilà, qui a complètement changé et qui est en train de changer nos modes de vie. Pensez les ordinateurs, c'est devenu quelque chose que tout le monde possède chez soi, sauf moi. Mais bon, pensez au téléphone portable que tout le monde possède sauf moi, etc., etc. Mais donc ça a en tout cas modifié la vie des gens. Incontestablement, l'informatique est producteur de nombreux emplois à l'heure actuelle. Et je veux dire que dans toute personne qui travaille dans un bureau, qui est employée dans une société, doit posséder le maniement de l'informatique, sinon il ne peut pas se débrouiller. Alors, maintenant, des ouvrages concernant l'histoire des États-Unis. Alors, un ouvrage dû à Denise Artaud et André Caspi. André Caspi est professeur à la Sorbonne. Moi, j'essaie toujours de vous donner des bons spécialistes.
Histoire des États-Unis. L'intérêt de ce livre, c'est pas seulement de replacer dans son contexte la crise de 1929, ou l'histoire des États-Unis dans l'histoire qui est celle de ce pays depuis le début du XVIIe siècle, c'est surtout que vous y trouvez beaucoup de documents, donc très importants pour préparer la leçon, vraiment des documents d'une page, des pages entières, avec de très nombreux documents depuis donc la fin du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Donc, vraiment important quand vous cherchez des textes, c'est souvent le problème pour les futurs professeurs, c'est de trouver des textes qu'on puisse analyser avec les étudiants. Ouvrage suivant, alors ici c'est un ouvrage qui est une contre-histoire des États-Unis. Ça s'intitule donc Histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. C'est un professeur hérétique qui s'appelle Howard Zinn. C'est publié d'ailleurs chez un éditeur qui est lui-même un éditeur anarchiste qui s'appelle Agone. Et dans cet ouvrage, qui est un fort ouvrage, vous savez, il y a 800 pages en petits caractères, il prend systématiquement le contre-pied de l'histoire officielle et il étudie l'histoire de tous les, j'appellerais les maudits, c'est-à-dire toutes les minorités de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire les Noirs, les homosexuels, l'esclavage, les chômeurs, etc. Et ça nous éloigne un petit peu de l'histoire, un petit peu traditionnelle, politique, économique, telle qu'on la trouve dans les livres d'histoire. Un ouvrage très stimulant. Alors, pour l'histoire des États-Unis au XXe siècle, un classique, qui est pédagogique, c'est plutôt un manuel de Claude Follen, un ancien professeur des États-Unis à la Sorbonne, qui a précédé André Caspi dans cette chaire, Les États-Unis au XXe siècle. Ce n'est pas un ouvrage spécialement stimulant, c'est une bonne synthèse pédagogique, mais sans plus. Sans plus. Alors, on se rapproche de notre sujet. Je ne pouvais pas manquer, évidemment, d'apporter la biographie de celui qui a été un des acteurs majeurs de la résolution de la crise de 1929 aux États-Unis, c'est évidemment Franklin Roosevelt. Donc, ouvrage d'André Caspi, excellente biographie. Vous savez que Roosevelt a été président donc, de 1932 à 1945, donc il aurait dû faire 16 ans en fait. Il ne les a pas fait parce qu'il est mort d'un cancer entre-temps. Et c'est un homme extrêmement courageux puisqu'il était, c'était un handicapé. Il avait la polio et donc il était depuis sa jeunesse. Et puis, je ne sais pas, je crois que c'est quand il était enfant qu'il était affecté de cette grave maladie. Et donc, pendant toute sa vie politique, il a mené toute sa vie politique donc en chaise roulante. Si vous le voyez à Yalta, on le voit sur un banc à côté de Churchill et Staline. Mais en fait, on l'a sorti de sa chaise roulante pour le mettre sur le banc. On le voit avec sa grande cape, là. Vous voyez certainement cette image assez célèbre. Et donc, voilà, c'est un homme extrêmement courageux, très volontaire, qui a servi de référence à beaucoup de présidents démocrates aux États-Unis. Je pense à Kennedy, par exemple, à Clinton, et même Obama. Je crois qu'il souhaiterait quelque part devenir un nouveau Roosevelt, puisqu'il se trouve dans une situation un petit peu similaire à celle de cet illustre prédécesseur. Sous la crise économique, maintenant, elle-même, vous voyez que je resserre ma bibliographie vers le sujet, de Jacques Néré, La crise de 1929. C'est un professeur, il était professeur à l'université de Normandie. Alors c'est un petit ouvrage publié dans la collection U-Prisme chez Armand Collin. Alors cet auteur prend le contre-pied de la théorie classique, parce que les deux explications classiques qui sont données pour la crise de 1929, c'est d'une part la surproduction et d'autre part la spéculation. Et lui il consacre tout un chapitre à cela, il considère que la surproduction c'est un mythe. Il parle plutôt éventuellement de sous-consommation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il prend le problème par l'autre bout de la lorgnette. Et pour lui, ce sont essentiellement les problèmes structurels et surtout les problèmes monétaires qui expliqueraient la crise de 1929.
Jean Heffer, qui était aussi prof à la Sorbonne et professeur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, La Grande Dépression, les États-Unis en crise de 1929 à 1933, dans la collection Folio Histoire. Si je vous montre ce livre-là, il ne fait pas double emploi avec l'autre qui est général, alors qu'ici c'est seulement les États-Unis, c'est que dans cette collection, ce livre-ci en fait est une reprise d'un livre qui avait paru dans une autre collection, qui est la collection Archives chez Julliard, où vous avez presque uniquement des documents. Donc ce sont des documents d'époque, ce sont des articles de presse, des commentaires d'économistes d'époque qui expliquent comment eux ont vécu la crise de 1929. Alors le grand ouvrage classique d'économie qui était là sous la table de chevet de nombreux premiers ministres et ministres d'économie et des finances dans les 40 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est écrit en 1936, enfin écrit en 1935, publié en 1936 en anglais, et publié en français chez Payot en 1939, c'est de Keynes, théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Alors là, c'est vraiment l'ouvrage qui contient les recettes qui vont être appliquées après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'État doit avoir un rôle de régulateur pour amorcer en particulier l'économie en période de crise. Et l'État doit vraiment jouer un rôle dans l'économie. Mais je dis bien, Keynes n'est pas du tout un socialiste, c'est pas non plus un social-démocrate, c'est un libéral modéré qui se dit que pour que le système capitaliste, et il croit lui-même à l'économie de marché, puisse survivre, il faut effectivement que l'État joue son rôle en relançant à certains moments la consommation, par exemple en diminuant les impôts ou par exemple, par une politique favorable à la consommation. C'est la consommation qui permet de relancer la production. Il prend le problème par le biais de la consommation. Alors, maintenant, quelques romans pour terminer, comme je l'avais fait, vous vous souvenez, pour la Russie. Je crois que c'est toujours intéressant d'avoir certaines sources purement littéraires. Alors, j'ai pris 3 auteurs américains célèbres des années 20 et des années 30. Le premier, c'est Caldwell, donc ici, un petit gars de Géorgie qui vous décrit la situation des paysans dans le sud de l'Italie, donc dans ces États où il y avait des plantations comme la Virginie, etc. Et je crois que c'est intéressant pour connaître un petit peu l'état d'esprit des paysans de cette région-là. Alors, de Scott Fitzgerald, vous avez Catesby le Magnifique. Alors, ce roman décrit la situation des milieux riches aux États-Unis en 1922. Donc c'est vraiment l'époque de la grande prospérité. Mais il est intéressant de voir un petit peu un autre groupe social que celui des paysans que vous décrivez il y a un instant. C'est un ouvrage, un roman très célèbre. Alors de Faulkner, il y en a plusieurs. Bon, je n'ai pris ici que Le bruit et la fureur. Faulkner qui a été prix Nobel, bon, c'est un admirable romancier. Mais alors je voudrais vous signaler en dernier lieu un roman que j'ai vainement recherché dans la bibliothèque, donc il doit être déclassé ou il a disparu lors d'une inondation, c'est pas très bien, enfin je ne l'ai pas retrouvé, ça m'a bien énervé. Et donc c'est le roman le plus important pour comprendre la crise de 1929, en particulier dans les milieux agricoles, ce sont les raisins de la colère. En anglais c'est The Grapes of Wrath. Les raisins de la colère. Et donc c'est un roman qui a été écrit en 1939, si mes souvenirs sont bons. Et dans ce roman, c'est un fort volume, vous savez, il y a 600 pages, et dans ce roman, Steinbeck décrit la misère de tous ces paysans qui doivent quitter le centre, le Middle West des États-Unis, l'Est des États-Unis, et qui doivent partir, qui espèrent trouver des terres nouvelles dans ce lointain ouest, le Far West, dans les années 30, qui espèrent qu'en Californie, ils vont trouver des terres, puisqu'ils ont été éjectés un petit peu comme ceux qui étaient rentrés dans le système des subprimes. Donc ils ont dû abandonner leurs terres, et donc ils se sont retrouvés donc, en Californie, ils se retrouvent dans ces fameuses, en particulier ces orangeries dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Hein, on les chasse, ils sont détestés par tout le monde. Ils sont détestés non seulement par les paysans, parce qu'ils ont peur que ces armées plutôt de vagabonds ne leur prennent leurs terres. Ils sont détestés par les commerçants, parce qu'ils se disent de toute façon ces gens-là vont rien nous acheter, ils n'ont pas d'argent. Ils sont détestés par les chômeurs. Hein, bien entendu, ils sont détestés également par les ouvriers, parce que vous savez que quand vous n'avez pas de travail, eh bien, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Et les gens qui ont du travail se disent, s'il y a tous ces groupes de vagabonds qui arrivent, ça va faire baisser les salaires. Parce que c'est de nouveau le rapport de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres de travail, eh bien, évidemment, plus les employeurs peuvent se servir et donc les salaires vont baisser. J'ai dit.